Hola hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait très bizarre de vous reparler comme ça après 8 mois d'absence. Mais je suis très heureuse de vous retrouver, surtout pour une vidéo assez spéciale. Je vous avoue que cette vidéo est assez inhabituelle sur ma chaîne. C'est pas du tout le contenu que vous êtes habitué à voir sur ma chaîne, mais ça fait un petit moment, donc ça fait maintenant 8 mois que je suis absente sur cette chaîne et je me devais de vous donner des nouvelles. Je me devais aussi de vous parler de ce qui se passe et d'être honnête avec vous à 100%. Sachez que c'est pas facile pour moi de tourner cette vidéo parce que je vais vous parler de quelque chose de très personnel. Mais je pense que c'est nécessaire à la fois pour moi, à la fois pour vous, parce que ça fait plusieurs années maintenant que vous me suivez, donc certes pour mes recettes, mais aussi j'imagine pour moi et ce que je vous transmets à travers mes vidéos. Je m'excuse par avance si cette vidéo part un peu dans tous les sens. Je vous cache pas que j'ai le cœur qui bat à 6000 à l'heure quand je vous parle. Je me suis un peu noté des points dans ma tête pour quand même que cette vidéo ait un sens. Sachez que j'ai eu du mal à la tourner, sachez que j'ai toujours du mal à en parler, mais je me dis que faire cette vidéo, c'est ce que j'ai à faire à l'heure actuelle. Donc je me lance. Pour démarrer, je voulais un peu vous parler de comment Finou TV a démarré. Pour celles qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant 4 ans que j'ai lancé la chaîne Finou TV. J'ai lancé la chaîne pendant le confinement. Je faisais des recettes de cuisine, des petites recettes qui duraient 2-3 minutes. Et puis ça a bien pris. J'ai commencé à me spécialiser dans les meal prep parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et que je trouvais ça top de le partager avec vous parce que je trouve que c'est un concept qui facilite énormément la vie. Et petit à petit, en fait, au cours des vidéos, au cours des années, j'ai aussi créé du coup mon programme pour aider les femmes à perdre du poids en se faisant plaisir, en mangeant équilibré, sans faire de régime, etc. Et aussi grâce au meal prep et notamment au meal prep gourmand. Donc ça, c'est un peu l'évolution de la chaîne. En parallèle de ça, j'ai aussi un business avec mon chéri qui s'appelle Dorian, que vous avez sûrement vu dans d'autres vidéos. Et pour vous donner aussi le contexte de ma vie, je suis expatriée depuis maintenant 4 ans, donc j'ai fait 3 ans au Mexique et là ça fait 1 an que je suis au Panama. Donc voilà, ça c'est un peu le cadre de ma vie et le cadre de Finou TV, de comment tout a démarré. Et du coup, ça fait environ 7 à 8 mois que j'ai complètement arrêté de poster des vidéos et vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages pour savoir si tout allait bien, pour savoir si j'allais revenir sur la chaîne, si il y avait d'autres vidéos de cuisine qui allaient sortir, etc. J'avais fait un post cet été du coup dans la partie communauté de YouTube, mais je ne sais pas si vous êtes nombreux à le voir ou pas. Je vous avais écrit un post comme quoi je mettais un peu en pause la chaîne parce que j'avais des choses personnelles à régler et à gérer et que c'était la priorité. Donc j'ai fait ce post un peu pour vous dire que je mettais en pause, mais c'est vrai que depuis, j'ai toujours pas repris. Et j'avais envie maintenant de vous partager la vraie raison de pourquoi j'ai arrêté de créer des vidéos. Et pourquoi je fais ça maintenant, c'est que en fait, j'avais pour habitude de vous répondre à tous vos commentaires, etc. Et là, je me suis sentie un peu submergée par les messages auxquels j'arrivais pas à répondre parce que je pouvais pas vous dire la vérité. Et en fait, je me suis sentie un peu bloquée parce que si je vous répondais que tout allait bien, etc., c'est comme si je vous mentais et à la fois je voulais garder ma vie perso pour moi. Mais du coup, en fait, je me suis retrouvée un peu bloquée, comme si je vous cachais quelque chose et que je pouvais pas vraiment partager ce que j'avais envie de partager sur la chaîne et avec vous. Mais là, je me dis que maintenant, c'est le bon moment pour en parler. Ça fait 1 an que j'ai pu digérer tout ça et que je me sens prête d'en parler publiquement parce que je me dis aussi que ça peut aider beaucoup de femmes qui sont sûrement dans ma situation et qui se sentent un peu isolées aussi, qui sûrement sont dans le même cas que moi, qui n'en ont pas parlé pendant X mois, X années, ou voire qui n'en parlent toujours pas. Et je les comprends parce que c'est pas facile comme situation, c'est pas facile à vivre. Donc je me dis que si ça peut aider ces femmes et si ça peut encourager d'autres femmes à se libérer et à en parler et à se sentir mieux, tant mieux, j'aurais fait une bonne action. Donc pour vous expliquer un peu la situation, en mars 2020, j'arrête ma contraception sans me dire que je veux forcément un enfant tout de suite. Enfin, avec Dorian, je parle personnellement, mais c'est toujours bien sûr une décision commune.
Et donc du coup, j'arrête ma contraception en mars 2020. Et je me dis, bah, sans chercher vraiment à avoir d'enfants, je me dis que j'arrête et puis on verra bien. En plus, on m'avait dit que quand on arrête la contraception, il faut environ 1 an pour que ton corps se rétablisse, etc. Et commencer à pouvoir potentiellement tomber enceinte. Donc je me dis, bah, ça va, j'ai le temps, j'ai 30 ans, c'est nickel, timing parfait, on verra quoi. Sauf que au bout de quelques années, en fait, toujours rien. Donc moi, je me dis toujours, il y a des couples qui mettent beaucoup plus longtemps pour tomber enceinte, etc. C'est pas alarmant. Mais quand même, au bout de 3 ans, donc mi-août 2023 à peu près, on commence à se dire avec Dorian que ça serait peut-être bien quand même de faire des tests et de savoir ce qui se passe, si tout va bien ou s'il y a des choses qui bloquent et qu'on peut solutionner. Et je pense que inconsciemment, j'ai attendu autant de temps parce que je pense qu'inconsciemment, je savais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, mais je voulais pas me l'admettre. Et le fait de commencer à faire des tests, ça allait vraiment mettre une réponse sur la situation et me mettre un peu face au problème. Et du coup, je me dis que à ce moment-là, je me dis on va faire les tests, mais selon les résultats, c'est là que tout va démarrer. Parce que pendant les 3 premières années, tu te dis toujours non, mais peut-être ça va venir et tout, j'ai rien. Tant que tu sais pas qu'il y a quelque chose qui bloque, tu te dis toujours que non, ça va marcher, quoi. Donc en août, on commence à faire tous les tests, échographie, prise de sang, je l'ai noté, comment ça s'appelle? Hystérosalpingographie. Voilà, que des mots hyper rassurants, quoi. Donc on fait tous ces tests et puis en début octobre, on a les résultats qui tombent. On a un appel visio avec la gynéco. Appel visio dont je me souviendrai toute ma vie, je pense, qui m'a un peu... Ok, pardon. Appel visio qui m'a marqué et je pense que je l'oublierai jamais parce que c'était d'une froideur assez déconcertante. Je pense que les médecins, en fait, ils se rendent plus compte quand ils annoncent des résultats négatifs parce que eux, c'est un peu leur quotidien, entre guillemets. Mais toi, en fait, tu t'attends pas à ce genre de résultats. Tu penses pas, en fait, à ce qui peut arriver. Et moi, vraiment, je ne m'étais pas du tout conditionnée à avoir un résultat ni positif ni négatif. Je m'étais préparée à rien. Et en fait, là, ça a été un peu le coup de massue. Donc, la gynéco nous annonce qu'en fait, Dorian, tout va bien. Du côté de Dorian, tout va bien. Mais moi, de mon côté, j'ai une insuffisance ovarienne. Donc, elle me parle, bien sûr, en termes techniques, que j'ai un taux d'AMH faible, proche d'une femme ménopausée, etc. Et que du coup, j'ai une réserve ovarienne faible qui fait que j'ai de très faibles possibilités de tomber enceinte de manière naturelle. Donc là, elle me dit ça, enfin elle nous dit ça parce que j'étais avec Dorian pendant la visio. Et là, en fait, quand elle me dit ça, le reste de l'appel, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est dit. En fait, elle me dit ça, ça m'a stoppé net. Donc on continue l'appel, moi je parle plus du tout. Et on raccroche. Et là, on se regarde un peu déconcerté. Et il se passe plein de choses en fait dans ma tête. Je me dis que j'avais jamais imaginé cette possibilité-là dans ma vie. En fait, on s'attend jamais. Je touche du bois comme quand on vous annonce un cancer, une maladie, peu importe. Tu t'y attends jamais. En vrai, tu ne sais pas comment tu vas réagir, tu t'es pas préparé, tu ne sais pas quelles sont les solutions, quels sont les traitements. En fait, c'est tout un nouveau parcours, enfin plein de choses auxquelles tu n'as jamais pensé qui d'un coup s'enchaînent et énormément de questions dans ma tête qui arrivent. Et heureusement, bien sûr, qu'à ce moment-là, Dorian était très compréhensif, très à l'écoute, très rassurant, toujours à trouver des solutions, à me rassurer, à me dire qu'on n'est pas le seul couple qui passe par là, qu'il y a bien des gens qui ont mis 7 ans à avoir des enfants et qui finalement ont fini par avoir des enfants, etc. Mais moi, je suis bloquée dans mon truc à me dire ça va être compliqué, ça va pas être naturel.
ça risque de pas être du tout même. Parce que moi, en fait, dans ma vie, dans ma tête, faire un enfant, c'est l'union de deux êtres, c'est l'amour, etc. C'est le fruit de l'amour, ça se passe comme ça se passe, et c'est beau. Et là, en fait, ça rend la chose médicale, et ça devient en fait une décision de vie, un choix un peu rationnel, et quelque chose auquel tu penses, quoi. Parce que quand ça se fait naturellement, tu n'y penses pas, en fait. Tu te dis, ben, on essaye, puis on verra, puis tu tombes enceinte, et tu sais même pas, enfin, tu n'as pas forcément réfléchi. Et là, que ça devienne un sujet sur lequel on doit débattre, sur lequel, enfin, qui est avec l'intermédiaire d'un médecin, etc., ça enlève le côté un peu romantique de la chose et le côté un peu, pas conte de fées, mais voilà. Tout devient très rationnel. Donc on apprend ce résultat, on décide de ne pas en parler. Parce que moi, j'avais pas envie d'avoir la vague de questions, la vague de « mais comment vous allez faire ?» mais la vague de pitcher aussi. Et dans ma tête, je me disais, on va faire la PMA et je vais tomber enceinte rapidement et puis on leur dira à ce moment-là, quand je serai enceinte, on leur dira, ben en fait, ça a été compliqué, etc. Mais je voulais pas encore en parler à mes proches. Donc cette période, elle a été un peu compliquée. Quand j'en avais pas encore parlé à mes proches, c'était un peu compliqué parce que quand on me demandait alors, et le bébé, c'est pour quand, etc. Je répondais toujours non, mais nous, vous savez, on voyage beaucoup, c'est pas encore dans nos priorités, etc. Je cachais un peu ça comme ça. Et ça a été un peu difficile de gérer cette période. Puis au bout de quelques temps, quelques semaines, j'ai fini par en parler donc vraiment qu'à ma famille, qu'à mes proches. Donc mes parents, ma tante, frères et sœurs. Et voilà, d'un côté, ça m'a soulagée parce que j'ai pu moi d'abord digérer la chose pour après pouvoir leur en parler et pouvoir absorber aussi eux leur peine et enfin leurs questions, etc. Mais c'était bizarre parce que ça m'a à la fois soulagée et à la fois ça m'a un peu mis la pression parce qu'on me pose des questions, comment tu vas faire, comment vous allez faire, comment ça se passe, on me demande même, enfin voilà, en termes médicaux, qu'est-ce qu'il en est, etc. Alors que moi je suis perdue aussi autant qu'eux, mais c'est bien sûr toujours bienveillant et c'est parce qu'ils m'aiment, etc. Donc ils se soucient de moi, c'est mignon, c'est gentil. Mais voilà, c'est un peu, c'est à double tranchant parce qu'on est à la fois soulagé d'en parler et à la fois on reçoit beaucoup de questions, donc ça met un peu une pression. Mais tant que c'est la famille, ça va, c'est gérable. Une fois que on a ce résultat et que on sait qu'on va devoir passer par une PMA, on commence du coup à se poser la question de quand est-ce qu'on va démarrer, à chercher une clinique. On tombe sur une clinique qui a des super avis, qui est reconnue, pour lesquels il y a une succursale à la fois ici au Panama, aux États-Unis, en Espagne. Donc ça me rassure énormément. On va prendre rendez-vous avec le directeur de la clinique qui sera mon médecin qui me suit. Ça se passe très bien, même si c'est en espagnol, il y a toujours Doriane qui est meilleure que moi en espagnol et qui veut me traduire parce que déjà que le langage médical en français c'est complexe, alors en espagnol je vous explique même pas, plus l'émotion qui entre en jeu et tout, c'est compliqué, mais le médecin me parle toujours très lentement, il m'explique avec des images comment ça va se passer, etc. Donc on commence en début d'année la procréation médicalement assistée. En janvier, j'ai fait une ponction d'ovules. En mars, j'ai fait une insémination artificielle. Donc l'insémination, c'est moins lourd comme traitement, mais il y a moins de chances aussi d'avoir un résultat positif. Donc du coup, l'insémination n'a pas fonctionné. C'est à partir de là, mars, que j'ai commencé du coup à arrêter les vidéos sur la chaîne parce que entre les injections d'hormones, etc., les anesthésies générales, je commençais un peu à fatiguer. Je gère aussi l'autre business qu'on a avec Dorian, donc j'arrivais pas du tout à tout gérer. Donc j'ai commencé à un peu stopper les vidéos, mettre en pause et je me suis dit je reprendrai le mois prochain. Puis finalement, on a fait une première fécondation in vitro en mai. Qui n'a pas fonctionné non plus. Et là, on a ressenti vraiment le besoin de rentrer en France pour voir nos proches. Donc on est rentré, juste après les résultats de la FIV, on a pris nos billets d'avion et on est rentré en France pour se ressourcer
et voir nos proches, ça nous a fait énormément de bien. Là, en début de mois, en novembre, j'ai fait une ponction d'ovules aussi, donc qui nécessite une anesthésie générale, des injections d'hormones pendant 15 jours tous les soirs. Donc c'est quand même assez lourd, ça a un impact physique, donc j'ai pris 4 ou 5 kilos, enfin à chaque fois que je fais une opération derrière je prends 4 ou 5 kilos, j'ai le ventre gonflé, j'ai mal aux ovaires, je me sens fatiguée, j'ai des sautes d'humeur, etc. Donc pas facile à gérer pour moi et pour Dorian bien sûr, parce que lui du coup il subit aussi les conséquences. Donc voilà. Où est-ce qu'on en est? On prévoit de faire du coup une deuxième FIV en début d'année. Voilà la situation et voilà le pourquoi du comment. Mais ça me soulage de vous en parler parce que j'avais l'impression de vous cacher quelque chose, de ne pas pouvoir être honnête dans mon contenu, de ne pas pouvoir vous partager ce que j'ai envie de vous partager, de me dire qu'il y a sûrement d'autres femmes qui vivent ce que je suis en train de vivre et je me dis que ça peut les aider. Voilà, j'arrivais en fait à un stade où j'arrivais plus à tout gérer entre les vidéos meal prep qui me demandent énormément d'énergie parce que je suis seule. Donc je cuisine, je filme en même temps, je fais le montage. Ça, plus le business aussi que j'ai avec Dorian à côté et qui se développe aussi beaucoup, pour lequel, qui me prend aussi beaucoup de temps et d'énergie, plus la FIV à gérer, les anesthésies, les injections, etc., la fatigue, émotionnellement aussi, parce que c'est physique, mais c'est aussi très psychologique. Voilà, j'arrivais à un stade où c'était pas possible et j'ai priorisé ma santé et ma vie perso, ce que je pense que vous pouvez comprendre. Donc comment je me sens maintenant après un an déjà de parcours? Ça va mieux, j'ai digéré, mais le fait d'en parler, ça m'émeut toujours beaucoup. Je ressens toujours un peu de culpabilité par rapport à Dorian qui lui n'a pas de problème pour avoir d'enfants, donc ça le bloque un peu de rester avec moi. Du coup ça le fait accepter que potentiellement on n'aura pas d'enfants, il aura pas d'enfants. Donc je culpabilise pas mal de ce côté-là, mais heureusement qu'il me rassure et qu'il me dit que de toute façon s'il veut avoir un enfant c'est avec moi et sinon ça sert à rien. Donc voilà, ça me rassure, mais en même temps, j'ai l'impression de le priver lui aussi de quelque chose qu'il pourrait avoir avec quelqu'un d'autre, parce que moi, c'est mon problème à moi, c'est pas forcément son problème à lui. Donc il y a cette culpabilité un peu à gérer. Il y a aussi le fait de se dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, parce que ça a un impact quand même physique de s'injecter des hormones tous les X mois, de faire une anesthésie générale. Ça a un impact physique, ça a un impact psychologique. Ce qui me fatigue énormément, c'est de toujours se dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Mais si on continue pas, ça veut dire qu'on n'aura jamais d'enfants. Donc on essaie de relativiser en se disant oui, mais bon, une vie sans enfants, c'est pas non plus la mort parce qu'on est heureux ensemble, on voyage, on est libre, etc. En fait, c'est bizarre parce qu'on se rationalise et en même temps, quand tu y penses vraiment, tu te dis une vie sans enfants, c'est quand même triste. Donc c'est assez bizarre émotionnellement à gérer parce que même quand tu fais la FIV, on te dit il faut que tu gardes espoir, il faut que tu sois positive, mais en même temps on te dit aussi il faut pas trop que tu espères parce que si c'est pas bon, si c'est négatif le résultat, tu vas être déçu. Donc tu deviens un peu bipolaire, tu dois espérer mais pas trop parce que si ça arrive pas, tu es déçu. Mais si tu n'espères pas, ça veut dire que tu penses pas positivement et ça va jamais arriver du coup. Donc tu commences un peu dans ta tête, ça part dans tous les sens. Et c'est très dur aussi d'espérer, d'avoir l'espoir d'être positif et tout, et puis après d'avoir le résultat négatif. Tu te dis en fait, on te dit souvent c'est oui mais c'est psychologique. Oui et non, si physiquement tu peux pas, même si mentalement tu es hyper positif, tu te projettes, etc., c'est compliqué. Et puis le fait de se projeter avec un enfant qui peut-être sera jamais là, c'est compliqué aussi. Je pense que celles qui vivent la même chose que moi comprennent ce que je dis, mais voilà où j'en suis actuellement. Donc, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous, ça me libère énormément. J'ai l'impression d'être plus honnête, de pouvoir vous partager du contenu vraiment sur ma vie sans avoir le sentiment de vous cacher quelque chose ou de vous mentir. D'ailleurs, je pense que je vais un peu élargir le contenu de la chaîne et pas rester focus que sur les recettes de cuisine, peut-être
faire un peu plus du contenu, vous partager un peu ma vie au quotidien, en gardant bien sûr le côté nourriture et le côté sport parce que ça fait partie intégrante de ma vie, mais vous montrer aussi une autre facette, un peu les challenges que je rencontre dans ma vie de femme, dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie d'expatriée, dans ma vie d'amoureuse de la nourriture. Et voilà, je pense que ça peut être plus intéressant et plus en adéquation avec ma vie de maintenant parce que voilà, la vie évolue, c'est pas figé et je veux pas rester piégée un peu dans un certain type de contenu. Parce que moi j'ai envie de vous partager vraiment voilà, ce que je vis, si ça peut en aider certaines, en inspirer d'autres, tant mieux, c'est mon but quand j'ai commencé à faire des recettes de cuisine, à vous parler de sport, c'était pour vous motiver, pour vous inspirer, à avoir une bonne hygiène de vie, etc. Et là j'ai envie de continuer dans cet élan, mais peut-être sur aussi d'autres thématiques voilà, plus larges que toute femme peut rencontrer dans sa vie. Donc voilà, j'en profite pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, pour vous remercier pour vos messages que vous m'envoyez, vos commentaires, pour savoir si j'allais bien, etc. Ça me touche énormément, même si c'est vrai que j'ai pas répondu à tout le monde parce que je me sentais un peu bloquée, mais maintenant ça y est, je suis libérée. Je continue le parcours de la PMA, du coup je pourrais vous tenir un peu informé de l'évolution, peut-être que du coup vos messages et vos encouragements vont me donner la force et peut-être qu'on va y arriver, on croise les doigts. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre famille, de vos proches. Je vous l'ai toujours dit, c'est tout ce qu'il y a d'essentiel, c'est tout ce qui compte. Et moi, je vous dis à très vite.